Je vais commencer avec vous, Virginie Cleyssen. Est-ce qu'on dit bien Cleyssen ? Vous êtes présidente de la commission numérique du SNE et à ce titre, vous étudiez les usages actuels de l'intelligence artificielle dans l'édition. Je me demandais ce que vous aviez à dire à ce sujet. Est-ce que les contrats d'auteurs évoluent avec l'émergence de l'IA ? Alors oui, il y a un travail actuellement en cours au SNE pour mettre à jour nos modèles de contrats. Parce qu'évidemment, il y a des nouvelles clauses qui apparaissent avec l'existence, simplement avec l'existence de l'IA. Et je peux dire que ça se passe dans tous les pays du monde, parce qu'à la foire de Francfort, il en a été question, tout le monde ne parlait que de ça. C'était un peu l'an 1 de l'IA à Francfort, et tout le monde parlait du fait que des nouvelles clauses étaient introduites dans les contrats qui interdisaient ou obligeaient différentes choses. Voilà. Pouvez-vous nous donner des exemples plus précis ? Qu'est-ce qui serait interdit ? Qu'est-ce qui serait possible ? Est-ce que ça vient plutôt de la part des auteurs, les demandes de clauses, ou plutôt de la part des éditeurs ? Un exemple qui a été déjà cité ce matin, c'est des auteurs, enfin des agents qui mettent dans les contrats de leurs auteurs qui ne souhaitent pas que le traducteur utilise l'intelligence artificielle, enfin que l'éditeur utilise l'intelligence artificielle pour la traduction. Ça existe. Pour plus de précision, je vais peut-être passer la parole à mon voisin, qui est aussi président de la commission juridique du SNE, et qui donc est beaucoup plus le nez sur ces contrats que si moi. Vous voulez passer le micro. Oui, on a plusieurs types de demandes. Quand on achète des droits à l'étranger, et notamment dans les pays anglo-saxons, très fréquemment, les sociétés, les éditeurs étrangers, ou les agents, parce que ce sont souvent des agents d'auteurs qui nous vendent les droits, souhaitent qu'on s'engage à ne pas recourir, quand on traduit l'œuvre, à l'intelligence artificielle. Ça, c'est un engagement qu'on peut prendre, et qu'on demande à nos traducteurs également de prendre. Et puis, dans l'autre sens, un autre exemple, c'est qu'on demande aussi, nous, quand on contracte avec des auteurs, à ce qu'ils aient produit eux-mêmes leur œuvre, et à ce que ce qu'ils nous livrent comme manuscrit soit de leur plume et pas issu d'un moteur d'intelligence artificielle. Ça, c'est des exemples, c'est les deux principaux exemples qu'on a. Et en tant que représentants ici tous les deux de l'édition de livres, comment percevez-vous donc l'émergence de l'intelligence artificielle, non pas seulement pour la création, mais aussi dans vos métiers de distribution, de marketing, de mise en avant des œuvres? Est-ce qu'il y a du potentiel là-dedans qui est déjà exploité? Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, déjà exploité, complètement mis en œuvre, à mon avis, c'est vraiment que des prémices, mais bien sûr, il y a des choses qui sont regardées, et je dirais qu'un des enjeux, il y a beaucoup de métiers qui peuvent être concernés, mais je dirais à peu près comme d'autres entreprises, c'est-à-dire qu'en dehors de l'activité envers les auteurs, il y a une activité de vie d'entreprise qu'on a en commun avec beaucoup d'autres entreprises. Et là, il y a des options qui sont possibles avec l'IA et que toutes les entreprises regardent aujourd'hui. En ce qui concerne, par exemple, le marketing, il y a plusieurs. On peut regarder les choses de manière différente, mais on peut regarder un aspect opportunité qui peut être de se dire l'IA peut permettre d'adresser plus, de faire mieux et plus dans certains cas. Parce qu'on sait qu'on produit beaucoup de livres. Il est quand même compliqué d'accompagner avec la même acuité 100% des livres qu'on produit, parce qu'on n'a pas des ressources illimitées en termes de marketing, de présence sur les réseaux sociaux, etc. Et s'il y a des choses qu'on peut faire plus facilement, plutôt que de se dire « oh, on va remplacer des gens par des machines », on peut se dire « avec des machines, les mêmes gens pourront faire plus en automatisant des choses qui peuvent l'être sans dénaturer quoi que ce soit ».
Voilà, donc il y a un aspect quantitatif dans cette affaire d'IA qui est triste quand on pense à la création, mais qui peut être tout à fait bénéfique pour les auteurs s'il s'agit de pouvoir mieux connaître son lectorat, savoir mieux adresser les efforts de marketing sur les réseaux sociaux, produire des contenus extrêmement courts pour lesquels on ne peut pas dire que ça va être une grosse perte si c'est produit automatiquement, bien sûr supervisé par un humain. Enfin bon, voilà, c'est quelques exemples, mais je pense qu'il y en a dans tous les secteurs, dans le domaine de la distribution aussi. Enfin, et ça, c'est une prospective que vous faites au SNE. Au SNE, on est plus concentré sur les aspects qui ont été évoqués toute la journée actuellement. L'enjeu, il est tellement énorme sur la question de la transparence, sur la question de l'utilisation des œuvres des auteurs pour nourrir l'IA, pour l'instant sans aucune contrepartie. On s'est plus intéressé à ça. Et une autre chose à laquelle on s'intéresse, notamment dans la commission dont je m'occupe, c'est de faire monter en compétence l'ensemble des acteurs, des éditeurs, sur ce que c'est que l'IA. Parce qu'au final, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens en ont une connaissance théorique, mais finalement, quand on creuse un petit peu, il faut vraiment finalement l'avoir soit approché, soit avoir discuté avec des gens qui l'ont approché, pour s'en faire une représentation exacte. Et c'est beaucoup plus facile de se positionner par rapport à quelque chose d'aussi énorme si on le connaît bien. Donc en fait, ce qu'on a fait à la commission numérique, c'est qu'on a lancé un cycle de webinaires où en plus de toute cette activité de lobbying pour vraiment défendre les intérêts de nos auteurs et les nôtres, on fait venir des gens qui ont en commun de pratiquer l'IA, un petit peu comme certains auteurs qu'on a vus tout à l'heure, ou la personne artiste qu'on a vue tout à l'heure, et qui peuvent très concrètement faire comprendre comment ils travaillent, ce qu'ils font, et donner une approche plus concrète de ce que ça signifie. Le premier qu'on avait invité, c'était Étienne Mineur, qui est un designer qui travaille avec les images, avec la génération d'images depuis depuis que c'est sorti, quoi. Et qui a acquis une telle compétence qu'en fait, il intervient dans presque toutes les écoles d'art en France, y compris en Europe, et qui a un discours extrêmement intéressant sur la création assistée par l'IA, peut-être moins inquiet, parce qu'il arrive aussi qu'en s'approchant d'un objet, une partie de l'inquiétude s'en aille, parce qu'on comprend que, comme l'a dit aussi un intervenant, compositeur tout à l'heure, à partir du moment où je joue du piano, c'est déjà, quelque part, il y a un instrument, quoi. Et en fait, il y a un côté instrument, et peut-être dont certains peuvent devenir des virtuoses. Et pour vous, Arnaud Robert, en tant que président de la SOFIA, comment percevez-vous ces nouveaux outils, opportunités ou pas? Oui, alors, comme président de la SOFIA, là, c'est un peu la difficulté de ma position, c'est que je représente à la fois la SOFIA, qui représente et les auteurs et les éditeurs, et je suis avec la co-gérante de la SOFIA, qui est dans la salle avec moi, on représente strictement paritairement les deux collèges. Non, je vais répondre à votre question, mais ce que je voulais dire, c'est que votre question, elle révèle, c'est un concept d'une énorme mollesse, l'IA, hein, parce qu'en fait, il y a l'IA qui est en fait de l'informatique qui ne cesse de s'améliorer, puis il y a l'IA générative. L'IA générative, on est en train de parler d'une IA qui se sert de nos contenus pour nous concurrencer. On en a beaucoup parlé, je crois, dans les séances précédentes, mais c'est quand même ça le sujet. L'IA, on s'en sert tout le temps. C'est le travail, c'est la capacité à travailler sur des immenses champs de données de manière très rapide et très fine. On s'en sert pour faire de l'anti-piratage, pour repérer la copie de nos œuvres sur Internet. Je pense que c'est pareil dans les autres secteurs. Et on va s'en servir. On a l'obligation de rendre nos contenus accessibles en 2025. On va s'en servir pour, de manière automatique, rendre nos livres accessibles aux personnes empêchées de lire ou gênées pour lire. Donc l'IA en tant que telle, on s'en sert, et heureusement qu'elle est là. On s'en sert aussi pour capter les tendances sur la vente en ligne de nos livres. On s'en sert de manière commerciale, de manière marketing. On s'en sert tout le temps. C'est l'IA générative qui nous pose un problème. Et puis pour la SOFIA, c'est un service de gestion collective
dont, et comme j'espère qu'il y aura aussi une sophialisation, c'est encore plus dur à dire que sacélisation, mais je ne voulais pas venir ici sans mettre la pierre du côté de la sophia également. Mais voilà, on fait la gestion collective, et la gestion collective, c'est la gestion de multiples usages très fragmentés, et évidemment qu'on réfléchit à des applications de l'IA pour capter, comme je pense que la SACEM le fait, la SACD le fait, pour capter tous ces usages qu'on n'arrive pas, nous, à capter comme titulaire de droit, mais précisément qui fait l'intérêt de la gestion collective. Et on reviendra tout à l'heure, évidemment, au règlement européen sur l'IA en lien avec l'édition de livres. Mais avant, Jérôme Dechêne, je voulais continuer avec vous sur l'évolution des contrats d'auteur qui, dans l'audiovisuel, sont assez substantielles ces derniers temps. Il se passe des choses dans les contrats d'auteur liés à l'IA. Comment ça se passe? Négociation? Est-ce que ça avance? Est-ce que c'est seulement de gré à gré? Ouais, merci beaucoup. En fait, d'abord, en guise d'introduction, quand on défend le droit d'auteur, j'aimerais dire que les producteurs se sentent plutôt aux côtés des auteurs. C'est-à-dire qu'en fait, j'aimerais pouvoir souligner le fait qu'à l'échelle européenne du règlement, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les positions de la SAA, de la CISAC et de la CEPI dans laquelle l'USPA est membre. Donc ça, c'est le premier point. Quand on est d'abord tous dans le même bateau de la défense du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle, parce que c'est la pierre angulaire par laquelle toute la monétisation et la capacité de financement des œuvres existent. Maintenant, une fois que ça redescend au niveau des contrats, cette concorde, elle n'est pas si évidente à maintenir. Parce que d'abord, quand on parle d'une œuvre audiovisuelle, c'est une œuvre de collaboration. Et une œuvre de collaboration, ça veut dire beaucoup de gens qui sont susceptibles d'intervenir, qui disposent de droits d'auteur, et à des moments différents. Les premiers contrats qu'on signe pour le droit d'auteur, c'est celle des scénaristes. Avant ça, peut-être, il y a une œuvre préexistante. On vient acquérir les droits d'une œuvre préexistante littéraire, par exemple, pour l'adapter à l'audiovisuel ou au cinéma, ou en animation. Et la problématique aujourd'hui qui se pose, c'est quelles sont les prérogatives, comment est-ce qu'on va faire vivre ce droit d'autorisation ou d'interdire qu'on accorde aux auteurs dans le cadre de sa première relation contractuelle qui est celle du producteur. En d'autres termes, et de façon très concrète, est-ce qu'on va laisser aux scénaristes le soin, par exemple, d'interdire toute utilisation d'intelligence artificielle sur la production d'images, sur le tournage, sur la post-production, sur le marketing des œuvres? Est-ce qu'on laisse donc à un co-auteur de l'œuvre audiovisuelle? Et quand je dis un, d'ailleurs, scénariste, non, ce serait trop simple, c'est plusieurs co-scénaristes. Et est-ce que, dans ces cas-là, l'interdiction formulée par un seul co-scénariste sur l'ensemble de la filière de production suffirait-elle à imposer cette interdiction à l'ensemble des co-auteurs de l'œuvre audiovisuelle? Voilà typiquement le genre de truc un peu kafkaïen qu'on est en train d'essayer de résoudre. Alors comment nous on essaie de le résoudre? Évidemment c'est du gré à gré. Alors il y a des dizaines de milliers de contrats qui sont signés chaque année entre des auteurs et des producteurs. Cette constellation fait que le gré à gré est extrêmement délicat en matière de sécurisation de chaîne de droit. Je viens illustrer aussi un autre propos. Les lois sont-elles rétroactives? On a parlé de la rétroactivité tout à l'heure des logiques réglementaires sur les capacités de data mining ou autre de ces logiciels. Mais la problématique se pose en gré à gré. Quand un auteur signe auprès d'un producteur audiovisuel, il va lui assurer généralement, le plus souvent, jusqu'à 30 ans de cession de droit. 30 ans de cession de droit. À partir de maintenant, là on parle d'œuvres qui sont signées aujourd'hui, 30 ans de rapports juridiques vont être réglés par ce qu'on appelle le gré à gré, le contrat. Qu'est-ce qu'on fait des évolutions de la loi qui vont intervenir dans 30 ans? Est-ce qu'on va perturber la vie du contrat par un jeu qui permet, par exemple, à l'auteur de dire que tout dispositif légal qui arriverait rejaillira dans ce contrat, quand bien même la loi n'est pas rétroactive? En fait, comment est-ce qu'on règle le problème du rapport de force? Donc, en d'autres termes, évidemment qu'il y a une concorde sur la défense du droit d'auteur, mais aujourd'hui, la possibilité de le faire vivre dans les négociations contractuelles est extrêmement délicate. Donc nous, notre objectif, c'est d'essayer au maximum de collectiviser cette discussion. On a approché la SACD et on a déjà eu une première discussion avec la SACD très constructive.
On ne sait pas si on va pouvoir aboutir à même de la soft law, quelque chose qui permettrait de dire, voilà, nous on s'entend sur des clauses types qui permettent de garantir aux uns et aux autres les droits et les obligations. Mais il y a quelque chose qui est en tous les cas pour nous hyper important, c'est d'essayer au maximum d'aller vers ces logiques collectives. D'abord parce que ça nous permettrait en plus de nous adapter à ces différents schémas juridiques qui pourraient s'ajouter derrière, mais aussi parce que derrière, le gré à gré, ça veut dire qu'en d'autres termes, la position d'un co-auteur, la plus maximaliste dans la protection, suffirait à imprégner un régime juridique à l'ensemble de la collaboration d'une œuvre audiovisuelle qui, je vous le rappelle, coûte des millions d'euros à financer. Et ça signifierait quoi ça signifie quoi en pratique? Est-ce que ça peut signifier qu'un auteur pourrait théoriquement décider d'interdire des outils d'utilisation d'outils marketing IA? Oui, tout à fait. La problématique, c'est de savoir comment est-ce qu'on catalogue. Il est normal, par exemple, que le réalisateur ait son mot à dire sur l'utilisation d'une IA sur la réalisation. Il est normal qu'un scénariste ait son mot à dire sur l'utilisation de l'IA dans le cadre de l'écriture et du développement de l'œuvre. Ça, c'est pas nié. La problématique, c'est de savoir est-ce qu'on place les premiers auteurs dans le schéma en situation de pouvoir autoriser ou interdire des utilisations d'intelligence artificielle qui, d'ailleurs on en discute ici, sont parfois génératives, d'autres fois pas du tout génératives. L'animation fourmille d'utilisation d'intelligence artificielle d'ores et déjà. En audiovisuel, évidemment, la problématique des figurants, voilà, vous le savez bien, peut être résolue par des intelligences artificielles très malines et très utiles pour casser des coûts de production et diminuer les délais. Si on projette ça, oui, la problématique d'autoriser et interdire. Par exemple, est-ce qu'on place l'auteur, évidemment, dans une situation où si jamais on lui demande d'utiliser une intelligence artificielle générative dans le cadre de l'écriture de son scénario, je pense notamment au séquencier. Vous savez, on a des étapes, le synopsis, le séquencier, la continuité dialoguée. Le séquencier, c'est extrêmement utile, une intelligence artificielle générative. Pour les dialogues, évidemment que pour le moment, on va essayer de s'en passer au maximum, au contraire. Donc, évidemment qu'un scénariste va être intéressé de savoir, ok, je vais être autorisé ou je vais pouvoir interdire. D'ailleurs, la réciprocité est vraie aussi. Le producteur doit pouvoir interroger les conditions dans lesquelles le scénariste a pu travailler éventuellement on spec, c'est-à-dire en amont, avant qu'il y ait un producteur. Mais vous savez, à terme, si on se projette un petit peu plus loin de ces pratiques contractuelles, qui sont des logiques hyper contemporaines, là, tout de suite, là, maintenant, ce sont des centaines de contrats qui sont négociés. Et encore une fois, on préfère négocier avec des corps collectifs raisonnables qui, en plus, maîtrisent le dossier européen, comme les sociétés d'auteurs, plutôt que d'avoir à négocier contrat par contrat avec des agents, parfois aux revendications fantaisistes. Je vais juste ouvrir sur deux choses. La première, c'est que nos dialogues européens entre nos pairs européens nous permettent d'être convaincus d'une chose. L'intelligence artificielle générative, en donnant la possibilité à des auteurs de faire par eux-mêmes des choses qui relèvent normalement de l'industrie, va questionner, et ça rejoint les pratiques contractuelles, une tendance, va sans doute accentuer une tendance à la prestation de services. Je veux dire par là que des pans entiers de la création pourraient être résolus par le biais de sociétés de prestation de services, derrière lequel il y a évidemment un auteur, mais qui va au-delà, qui va défendre toute une technologie, toute une capacité industrielle à fournir un storyboard clé en main, à aller sur des choses qui ne sont pas protégées par le droit d'auteur aujourd'hui, mais qui relèvent de l'industrie. Et ça, c'est quelque chose de très important à surveiller, à certains égards très inquiétant, mais qui va avoir une incidence considérable sur la contractualisation. Donc cette tendance, on va dire, un petit peu comme dans la musique, les logiques de home studio ont profondément changé les logiques d'intervention d'un producteur, on va avoir, de toute évidence, des spécialisations d'auteurs qui vont plus globalement embrasser que le seul travail de droit d'auteur et être capable de fournir des véritables prestations techniques. C'est la première problématique qui va se poser à moyen terme partout en Europe. La deuxième problématique, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir séparer des détenteurs de catalogue des logiques des players américains dont on a parlé pendant toute la journée. Est-ce qu'il est
par exemple, normal d'interdire potentiellement à terme un producteur qui dispose d'un catalogue constitué au fur et à mesure de plusieurs années, de développer sa propre IAG, donc d'apprendre une intelligence artificielle domestique à rendre des services pour le compte de sa propre société de production. C'est pas évident juridiquement à savoir isoler ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu peur que ces problématiques d'interdiction attrapent avec des grosses moufles, y compris des initiatives qui sont en faveur de la protection du droit d'auteur, et en sachant qu'on est dans le même bateau. Voilà. Merci. Merci beaucoup Jérôme Deschênes. Alexandre Lache. Faut-il avoir peur de l'IA? La musique a-t-elle peur de l'IA? Comment discutes-tu avec tes membres producteurs de ce sujet et que te disent-ils? Je crois que tu as à plusieurs reprises aujourd'hui mentionné opportunités ou menaces. Ça peut paraître un peu scolaire de le poser comme ça, et pourtant on est quand même vraiment là-dedans, au quotidien. Et effectivement, on a besoin aussi d'acculturer nos membres, d'acculturer l'ensemble du secteur de la musique à l'utilisation de ces outils. On a entendu tout à l'heure les auteurs qui s'en saisissent pleinement. On dit souvent que d'ailleurs entre un artiste et un scientifique, il y a très peu de différence, et ce qu'on entendait tout à l'heure me faisait penser à cela. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on essaye de mettre en contact, en relation, nos membres avec des entreprises innovantes qui utilisent l'intelligence artificielle et qui la placent au cœur de leur développement. On l'a fait encore récemment avec Music Tech France, avec un certain nombre d'entreprises. Je pense par exemple à Deezer, qui utilise des systèmes d'intelligence artificielle depuis longtemps pour faire que leurs produits soient le plus puissants possible et intéressent le plus de consommateurs et de fans de musique possible. On leur a présenté bien sûr IRCAM Amplify qui réalise des choses extraordinaires pour améliorer la qualité sonore de l'ensemble du patrimoine musical existant et puis de ce qui arrive. On leur a présenté Sony CSL, qui est un labo de recherche fondamentale qui, lui aussi, contribue grâce à l'intelligence artificielle à créer de nouveaux instruments à proprement parler au bénéfice des créateurs. Donc effectivement, il y a énormément de choses à faire pour acculturer l'ensemble des entreprises au sujet de l'intelligence artificielle et faire en sorte qu'ils se saisissent pleinement des opportunités. Et puis de l'autre côté, effectivement, il y a des menaces qui sont de nature réglementaire, avec un jeu politique complexe à lire. Les OGC en ont beaucoup parlé. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu, parce qu'il y a beaucoup à dire. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, la presse, c'est toute une histoire. Il semblerait qu'il y ait un semblant d'espoir pour la presse, pour les relations de la presse avec les intelligences artificielles génératives, puisqu'il y a eu un accord signé entre OpenAI et Axel Springer, là, il y a quelques jours. Y a-t-il vraiment de l'espoir? Comment la presse a-t-elle pris j'en ai une petite idée puisque j'en fais partie, cette tornade de l'IA générative, opportunité ou menace? Julie Lorimi. Merci. Oui, alors c'est vrai que nous, on se situe peut-être un petit peu différemment par rapport au secteur purement culturel. La presse est dans une situation un petit peu particulière. Alors, vous parliez du climat et de l'ambiance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de effectivement d'inquiétude, d'excitation aussi. Vous parliez d'opportunités. Il y en a tout à fait certainement également pour la presse. Et la presse utilise déjà aujourd'hui, en tant qu'entreprise, en fait, les gains de créativité, de productivité permises par des systèmes d'IA, je dirais, fermés. Sur la question de la rédaction, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et pour l'instant, on a quand même des questionnements, beaucoup de prudence, pas mal de retenue, en France en tout cas, dans les rédactions. Pourquoi? Sans doute parce que précisément dans la perspective d'un flux massif de contenu informationnel concurrent, la presse a à cœur de maintenir sa qualification, sa différence, sa qualité, qui provient essentiellement, tout de même, il faut le dire, du traitement journalistique.
et du traitement, bien sûr, apporté à l'information par les auteurs non journalistes également, avec lesquels on travaille. Donc pour revenir à votre question sur le climat, il y a également une très très vive inquiétude, je dois dire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a déjà connu une destruction de valeur assez immense avec l'utilisation des contenus de presse par les grandes plateformes, les moteurs de recherche, les GAFA, etc. On est aujourd'hui dans une situation où la presse papier, vous le savez, est en grande difficulté. On a perdu la moitié du chiffre d'affaires environ en 20 ans. Alors bon, la presse papier peut aller bien. Hein. Je dois dire quand même qu'il y a des belles réussites, des beaux exemples de résilience, et je ne voudrais pas qu'on ait une vision toute sombre et noire. Et puis, donc, ceci dit, cette presse papier, elle a nécessairement besoin de se transformer, et c'est ce que les éditeurs font de façon absolument déterminée depuis quelques années, que ce soit la presse quotidienne comme la presse magazine. Des facteurs d'espoir aussi sont dus au fait que les Français n'ont quasiment jamais autant lu la presse, malgré le fait qu'on ait des difficultés économiques. Chaque mois, il y a 2,4 milliards de pages vues par mois, de pages de presse, hein, je tiens à le dire, vues par mois. Donc tout ça est encourageant, mais il nous faut trouver un modèle sur le numérique. Or, le modèle, on peine, vous le savez, à le trouver. On peine à le trouver parce que le modèle, il est fondé sur le trafic de nos sites de presse, qui lui-même détermine l'audience de ces sites de presse, audience qui elle-même va déterminer le revenu publicitaire d'une part et le revenu d'abonnement d'autre part. Or, que se passe-t-il aujourd'hui ? On est dans un écosystème où globalement les GAFA captent la quasi-totalité toujours des revenus de la publicité sur le digital. Donc on a le droit voisin qui est aujourd'hui un instrument qui a été spécifiquement conçu pour essayer de compenser ce transfert de valeur et de rémunérer en quelque sorte, parce que finalement c'est ça qui est un petit peu paradoxal et un peu dur à encaisser, c'est que bien souvent ces revenus de publicité sont générés aussi, notamment, pas que, mais notamment par les contenus enrichis que les moteurs de recherche ou les plateformes intègrent à leurs propres services, contenus qui peuvent aussi dissuader le lecteur d'aller directement sur le site et donc d'augmenter. Bref, c'est un système vraiment dans lequel le modèle économique de la presse, malgré l'appétence du public, presse sur le digital, est extrêmement difficile à trouver. On est à un moment où on peine à mettre en place véritablement le droit voisin, puisqu'en tout cas, pour ce qui est de la presse magazine, pour l'instant, il n'y a qu'un redevable qui paye. Hein. Pour l'instant, on espère plus tard les autres, mais enfin, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Et on arrive à un moment où on espérait stabiliser un petit peu les choses avec le droit voisin, malgré le fait que pour nous, il n'est pas appliqué correctement. Et là arrive quelque chose de beaucoup plus destructeur encore, si c'était possible en tout cas, que sont les services d'IA générative, alors soit qui proposent, par exemple Bard, ChatGPT, une véritable concurrence à nos services de presse en délivrant de l'information, en tout cas ce qui est appelé de l'information. On parlera ensuite, si vous le voulez bien, de la qualité, de la fiabilité, parce que c'est quand même un enjeu démocratique fort. Mais donc on a cette concurrence sur le modèle économique. Et puis aujourd'hui, plus fort encore, je dirais que ces systèmes, on a l'intégration de l'intelligence artificielle à d'autres services de ces plateformes. Je pense par exemple, j'oublie toujours ce nom, ça doit être indénié, à Search Generative Experience, qui sont des services d'intégration de l'IA à l'intérieur des moteurs de recherche et qui, là évidemment, on peut le craindre plus encore, vont encore plus détourner le lecteur. D'ailleurs, si j'ai 2 petites minutes sur le modèle économique et la destruction de valeur, il y a une étude très intéressante qui a été faite par un mensuel américain qui s'appelle The Atlantic, un mensuel culturel, qui a voulu se mettre dans le test fait par Google sur ce nouveau service, donc d'intégration d'IA à l'intérieur du search. Et il est parti du principe que pour ce magazine en particulier, ce n'est pas le cas de tous, hein, mais 40% du trafic qui vient sur The Atlantic provient du search de Google, donc 40%, et qu'avec cette nouvelle IA générative intégrée au search, eh bien 75% des requêtes qui sont faites sur le search s'arrêtent au résumé
créés synthétiquement par l'IA, avec nos contenus, soit dit en passant, à la base pour leur entraînement, et donc dissuade le lecteur d'aller sur le site de The Atlantic. Donc typiquement, sur ce magazine-là américain, il n'y a plus d'économie sur le digital. À ça se double, mais je ne veux pas accaparer la parole avec nos spécificités, mais à ça, donc on a donc un problème littéralement existentiel, notre problème économique est littéralement existentiel. Et je dois dire que l'inquiétude qu'on peut avoir aussi en tant que citoyen, c'est que ce problème existentiel se transforme quand même un petit peu en sacré problème démocratique lorsqu'on pense que là, on est sur une matière première qui est l'information, et qui est une matière première qui nourrit le débat public et qui permet d'être sereinement dans des démocraties dans lesquelles le débat public est pluraliste, fiable, basé sur des informations réelles. Et voilà. Enfin, j'aimerais y revenir sur ce point parce que c'est un point majeur. Plus tard. C'est moi qui ne fonctionne plus. On a très peu de temps. On aurait eu tellement de choses effectivement à dire, mais j'aurais voulu quand même qu'on parle un peu finalement de ce que vous venez d'ouvrir comme sujet. La transparence des données d'entraînement des IA génératives est-elle une nouvelle possibilité, même aussi intermédiaire et imparfaite qu'elle soit, de rémunération, puisque c'est ça qu'il y a derrière. Et j'aurais voulu, à ce sujet, on en a déjà parlé beaucoup aujourd'hui, de l'obligation de transparence intégrée dans le règlement sur l'IA, j'aurais voulu passer directement à une question plus politique, peut-être, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez, parce que vous avez tous fait partie du mouvement pour cette demande de transparence, mais avez-vous été inquiet de la timidité, voire des opinions contraires du gouvernement français ou de certains membres du gouvernement français au sujet de cette obligation de transparence des IA génératives? Peut-être, oui, Arnaud. Oui, oui. Voilà, oui. On n'a pas du tout été soutenus sur ce sujet-là. Et est-ce que ça vous a surpris? Et avec un mantra qui est tout ce que vous demanderez aux opérateurs d'IA va brider leur compétitivité. Et il n'y avait rien d'autre derrière cette affirmation. Quand on est allé à Bercy, les uns et les autres, on a eu ce gimmick constamment, et je rejoins ce que disait David tout à l'heure. Ce qui est quand même formidable avec les opérateurs d'IA, c'est quand il faut qu'ils vendent leurs services, quand il faut qu'ils lèvent des fonds. C'est l'ambiance guerre des étoiles, ils savent tout faire, ils savent vous faire du Proust façon Bigard, voilà. Ouais, oui, c'est compliqué là. Donc c'est guerre des étoiles, et puis quand il faut qu'ils identifient leurs œuvres, c'est la guerre du feu. Alors là, on est dans une grotte, ils savent plus faire. Voilà. Et ça, le problème, c'est que jusqu'à présent, en 2019, le gouvernement français avait quand même beaucoup contré cette approche. Et là, en 2023, au contraire, et il y a quand même une proximité avec une certaine start-up avec le gouvernement français, tout à coup, on gêne. Et nous, on reste, je parle pour les diffuseurs, là, j'enlève ma casquette Sophia, ma casquette Hachette ou éditeur. Nous, on est aussi des commerçants, on est comme eux, hein. Nous aussi, on veut gagner notre vie. Nous aussi, on a investi dans des contenus. Ils payent leur électricité, on veut qu'ils payent les contenus qu'on a structurés pour faire fonctionner leur machine. Et pour ça, le préalable, le prérequis, c'est la transparence. Parce qu'aujourd'hui, nous, on met en place au sein de syndicat d'édition chez Hachette, on a mis en place l'opt-out, on est en train de le faire. C'est compliqué, il y a des difficultés opérationnelles que citait Marianne. C'est compliqué parce que nous, on le met en place sur nos sites, mais il faut aussi demander à nos diffuseurs, il faut demander à Amazon, par exemple. Il faut demander à Amazon de mettre en place une balise HTTP sur son site pour dire attention, les contenus d'Hachette, d'Albin Michel, de Gallimard, les couvertures, vous n'avez pas le droit de les ingérer. Ils n'ont pas encore dit oui. Hein. Voilà. Et voilà. Mais quand bien même on ferait ça, s'ils font passer leur moteur sur le site d'Amazon, sur nos sites, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Donc il faut qu'ils nous disent ce qu'ils ont ingéré. Et franchement, je pense que c'est pas compliqué pour eux, contrairement à ce qu'ils disent. Et donc je regrette, pour revenir à votre question de départ, je suis un petit peu bifurqué, mais je regrette que ce discours-là ait été totalement acheté par les pouvoirs publics, sans nuance. Voilà. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Merci beaucoup. Virginie, vous vouliez dire quelque chose à ce sujet? C'est même grande puissance
internationales qui savent tout faire parfois et rien faire à d'autres moments, annonce aussi une révolution sans précédent. Enfin, et je trouve extrêmement curieux parce que le coup de la révolution, on nous l'a déjà fait. C'est-à-dire on a eu une révolution, plein de révolutions industrielles, etc. Et on est quand même dans une période où rétrospectivement on se dit peut-être qu'à un moment donné, on aurait dû être un peu plus prudent et écouter un peu les gens inquiets. Si on avait écouté dans les années 60, 70, les gens qui s'inquiétaient de l'environnement, alors que tout le monde disait pas de problème, on va arranger ça, la science va arranger ça, on n'en serait peut-être pas là au niveau du climat. Ben, je pense qu'on a une révolution sur dans une autre dimension, qui est une révolution sur le plan de la connaissance et qu'il y a les mêmes risques d'écologie finalement. Parce que s'il n'y a plus de création, si les IA doivent s'entraîner sur des résultats d'IA, on va assister à un effondrement. Alors il y a eu le réchauffement climatique, et puis si on n'est pas encore complètement carbonisé, il y aura un effondrement de la culture sur elle-même, hein, parce qu'il faut du temps pour penser, parce qu'il faut respecter la création, parce qu'il faut la rémunérer, parce qu'il faut encourager ceux qui investissent dedans, et que c'est pas du tout incompatible avec le progrès. Simplement, ça demande d'être attentif, et pour moi, on a vraiment un devoir d'inquiétude. Et c'est pas du tout rétrograde, c'est au contraire extrêmement... c'est un devoir de vigilance et d'inquiétude envers les générations futures. Jérôme Dechaine, Jérôme, j'ai la même question pour vous. Enfin, que pensez-vous d'abord de l'émergence d'une obligation peut-être imparfaite, mais de transparence des données d'entraînement d'un côté, et de l'autre de certains membres du gouvernement, parfois même le président de la République, qui disent vouloir s'opposer à cette obligation pour défendre des pauvres petites start-up. Bon, ben, sur le deuxième point, je pense que de toute façon, on va tous être unanimes, donc c'est juste hallucinant, quoi. La France, c'est quand même la terre de création du droit d'auteur. Hein, voilà, donc c'était quand même, c'est un principe révolutionnaire. Les premières lois écrites sur le droit d'auteur, c'est un principe révolutionnaire. Donc un président français ne soit plus le porte-parole de cette voix, c'est pas bon signe, on va dire. Sur votre premier point, sur la transparence, là aussi, on va être tous consensuels. Évidemment, le droit d'auteur, l'exercice du droit d'auteur dans cet environnement passe par l'obligation de transparence. Voilà. La transparence, c'est l'alpha et l'oméga pour l'ensemble de la chaîne de droit qui permet de donner des garanties et de monétiser et de savoir ce qui se passe. C'est d'ailleurs, l'IA est aussi une formidable opportunité en matière de distribution. Savoir où sont distribuées nos œuvres, où elles sont vues, comment elles sont vues. Et le problème, c'est qu'on n'a pas accès à ces données-là. Ce n'est pas nous qui y avons accès. C'est toujours les mêmes. Voilà. Donc l'enjeu de transparence, on est tous dans le même bateau et on a besoin de toutes les voix ensemble pour imposer ce principe-là. La monétisation, alors la monétisation, déjà il va falloir clarifier. Tout à l'heure je disais c'est quoi un auteur? Il y a le droit d'auteur derrière, dans une œuvre audiovisuelle de collaboration, c'est beaucoup d'individus physiques, beaucoup de contrats, je le disais. Et puis si on s'arrête à un niveau plus intermédiaire, c'est quoi les ayants droit? Et alors là, parfois, l'Europe est très fleurie, quoi. C'est vraiment assez hallucinant, parce qu'on peut avoir des textes qui, sur le papier, on est capable de tous faire des communiqués de presse en nous félicitant d'un texte, et puis là, derrière, on réalise « Ah non, mais en fait, on n'est pas concerné par ce truc-là. » Voilà, donc il y a toujours une espèce d'ambiguïté, et je parle particulièrement pour les producteurs, à savoir si on est du côté des ayants droit plutôt auteurs, plutôt pas auteurs, plutôt concernés par la transparence de l'article 17 de la directive copyright ou pas. Voilà, ça c'est le genre de truc où derrière tout ça, on peut se retrouver un peu isolé face à l'interprétation des textes, face à la pleine compréhension de ces enjeux. Quand on parle de l'opt-out, tout à l'heure la discussion a bien éclairé, on a des sociétés d'auteurs plénipotentiaires qui ont les attributs du droit d'auteur mais également des droits voisins. Donc, quand la SACEM exerce un opt-out, ils cherchent une monétisation immédiate parce qu'ils importent tout le répertoire. Nicolas, pour la SCAM, parlait d'un opt-out, mais le répertoire de la SCAM, il est partagé avec celui des producteurs qui ont produit ces documentaires.
Donc quel est l'impact véritablement d'un opt-out, d'une OGC, même d'une autre, même de qui que ce soit, sachant encore une fois que le niveau, le maillage, on va dire, de qui est légitime à parler et à monétiser est le sujet crucial dans des textes qui généralement ne disent rien. Donc généralement, la plupart du temps, d'un texte européen parfois vraiment dont on se félicitera tous, peuvent naître des empoignades, parfois des luttes intestines entre les créateurs et des titulaires de droits voisins pour savoir comment l'exercer. Et juste un dernier élément, les États-Unis ont résolu, sont sortis de la grève avec énormément d'éléments déjà sur l'IAG. Le droit d'auteur est un droit individuel, attaché à l'individu, il est très fortement individuel. Ça veut donc dire qu'en France, les auteurs ne sont pas des salariés. Je mets à part le réalisateur, mais ce ne sont pas des salariés. Donc les garanties qui ont été accordées aux États-Unis sont difficilement transposables en France. Comment garantir l'utilisation d'une intelligence artificielle générative en garantissant de l'emploi, qui est quand même la problématique essentielle qui se pose autour de l'utilisation de ces outils. Voilà. Et ça fait partie des interrogations qui sont encore une terra incognita qu'il va falloir qu'on discute les uns avec les autres, parce que plus on se met d'accord entre nous, plus on comprend bien quels sont les enjeux de monétisation et surtout comment on les exerce. Merci beaucoup. C'est certain, le règlement sur l'IA ne résoudra pas tout, mais c'est vrai que la transparence est un pied dans la porte, mais que si le gouvernement français s'y oppose, elle pourrait ne pas passer. Enfin, on espère que non. Alexandre, as-tu un espoir qu'un événement comme aujourd'hui pourrait montrer la voie au gouvernement sur la question ? Je pense que c'est aussi notre responsabilité aujourd'hui, et d'autres l'ont déjà fait tout à l'heure, ou ce matin, de dire que le premier problème de transparence qu'on a, c'est la transparence de la vie publique. On a quand même un sujet, on l'a dit tout à l'heure, avec un ancien secrétaire d'État au numérique, Cédric O, pour ne pas le nommer, qui fait l'objet d'une littérature abondante dans la presse. J'ai une revue de presse épaisse comme le bras, si j'ose dire. Là, j'ai juste sorti les 3 dernières semaines. On a quand même énormément d'articles qui documentent les problèmes de conflit d'intérêts que pose l'influence de Cédric O dans les discours et dans les positions que détermine la France. Et on n'a pas de transparence. C'est-à-dire que ni la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ni BPI France, ni d'ailleurs, je suis désolé de le dire, mais le comité interministériel sur l'IAG ne semble s'émouvoir de la situation. On n'a aucune réaction. Donc déjà, ça, c'est un premier problème de transparence de la vie publique qu'il faudrait régler parce qu'il est déterminant derrière sur l'analyse qu'on peut faire de la position de la France. Alors, si on regarde justement la position de la France, on voit qu'elle cherche à installer par tout moyen une exception Mistral, disons-le comme ça. Que ce soit via l'exception open source, que ce soit via une exception recherche, prototypage, que ce soit également en relevant le seuil des modèles présentant des risques systémiques. À chaque fois, on sent qu'il y a cette volonté de pousser pour faire qu'il y ait une exception pour Mistral. Et j'ai rien contre Mistral, je veux dire, c'est probablement une entreprise avec un bel avenir devant elle, et tant mieux. Mais simplement, elle représente ses propres intérêts. D'autres l'ont dit tout à l'heure, elle ne représente pas l'intérêt général. Et c'est ça où, pour l'instant, le curseur est quand même très mal positionné. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que la France va demander à sortir de l'Union européenne et des traités internationaux qui protègent le droit d'auteur parce que ça n'arrange pas Mistral? Pardon, c'est un peu caricatural, mais on en est quand même presque là, hein, quand on lit entre les lignes ce que l'on croit comprendre de la position de la France. Alors, par ailleurs, on nous renvoie systématiquement au fait que la position de la France n'est pas arrêtée parce que c'est un dialogue entre la culture et Bercy et que pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Ça n'empêche quand même pas les pouvoirs publics français de prendre des positions qui sont très clairement, qui visent très clairement à détricoter l'accord politique qui a été obtenu à Bruxelles il y a quelques jours. Donc voilà, je pense que le premier problème de transparence, le problème de transparence se pose à différents niveaux. Aujourd'hui, on est tous en train d'essayer de recoller les morceaux du texte, de comprendre exactement où on en est. C'est une phase normale après un accord politique. Il y a un travail technique, ça a été annoncé comme tel. C'était la même chose sur le DSA. Donc voilà, ça ne pose pas vraiment de questions. Et je voudrais donner un exemple de SACEMisation, puisque le mot est à la mode. Je pense que c'est aussi que, en fait, juste pour signaler qu'il ne faut pas opposer
la régulation et la réussite économique. La SACEM, en 2007, s'est trouvée confrontée à un problème avec l'arrivée de 2 services concurrents, illicites, qui proposaient une offre de streaming musical à peu près comparable à celle qu'on connaît aujourd'hui et qu'on utilise tous. Et donc la SACEM va faire fermer ces 2 services. Il y en a un qui s'appelle Radioblog, l'autre qui s'appelle Blog Music. Et donc en s'adressant à l'hébergeur, on fait fermer ces 2 services. Radioblog va prendre une position qui va considérer que en fait, le droit d'auteur ne doit pas s'appliquer, qu'il n'y a pas d'acte d'exploitation, qu'en réalité, il n'y a aucune raison d'appliquer à ce nouvel environnement les concepts traditionnels du droit d'auteur. De l'autre côté, Blog Music va dire « Ok, moi je veux bien négocier avec vous, mais je démarre, je n'ai pas de modèle économique installé, donc il faut que la licence reflète cet état de fait. » Quelques années plus tard, Radioblog va perdre son procès, être condamné à des dommages d'intérêt qui ne sont même plus en capacité de régler, tandis que Blog Music va devenir Deezer avec le succès que l'on connaît. Donc voilà, la réussite économique et la régulation ne s'opposent pas, au contraire. Je pense que ce soit les entreprises innovantes comme les entreprises culturelles, on a tous besoin de sécurité juridique. Voilà. Julie Lorimi, je vous donne le mot de la fin sur le même sujet. Qu'espérez-vous en termes de soutien par l'exécutif français ? Lourde responsabilité que ce mot de la fin. On a l'espoir que le gouvernement français retrouve la position d'équilibre, de protection non pas je dirais même pas de la propriété intellectuelle, mais enfin de l'équilibre global et des entreprises, parce que moi je représente des entreprises, et d'ailleurs des entreprises extrêmement innovantes. Donc cette opposition innovation-régulation est elle-même archaïque. Vraiment, c'est une vision des choses finalement sur lesquelles on doit absolument revenir. Et je dirais que voilà, nous pouvons faire autre chose que de remercier la Commission européenne qui nous a protégés sur ce coup-là. Et nous espérons une position d'équilibre raisonnable qui tienne compte des équilibres généraux. Et encore une fois, il y a les enjeux de propriété intellectuelle, et puis pour nous, il y a des véritables enjeux de fiabilité de l'information, de débat public et de démocratie, dont je ne peux pas croire qu'ils pourraient être passés par pertes et profits avec des IA qui auraient le droit d'assécher totalement nos revenus, de sortir des informations fausses, manipulées, au risque vraiment de rendre le débat public extrêmement périlleux et délétère, alors qu'on sait malheureusement déjà qu'on est dans une situation et un climat très particulier dans ce pays. Donc on espère que les travaux techniques qui doivent être mis en place se feront dans une direction qui est une direction d'équilibre raisonnable et porteuse et féconde pour tous, pas uniquement pour certains intérêts, mais pour l'intérêt collectif. Merci à tous. C'est la clôture de nos travaux pour l'après-midi.